Bien, bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle série de cours. Déjà, en fait, je salue votre courage d'avoir bravé le mauvais temps, enfin, qui perdure sur notre beau pays depuis plusieurs semaines, mais comme d'habitude, une fois qu'on se retrouve dans cet amphithéâtre navarre, on oublie la météo. Alors, avant d'aborder le sujet du cours de cette année, qui prend pour point de départ, vous l'aurez sûrement reconnu, la fameuse citation de Montesquieu dans son Esprit des lois. Je cite « La Chine est donc un État despotique dont le principe est la crainte ». Donc avant de faire cela, je me dois et je vous dois de conclure le cours de l'année dernière qui, certains d'entre vous s'en souviennent certainement, s'est terminé en queue de poisson en quelque sorte à cause des grèves et des manifestations contre la réforme des retraites. Alors cette pauvre réforme des retraites semble être passée un peu à l'arrière-plan du fait de toutes les crises climatiques, géopolitiques et autres que nous avons connues entre-temps. Alors, je vais commencer par un petit rappel. Nous venons de consacrer 3 années de cours à un cycle intitulé « La Chine est-elle, entre parenthèses encore, une civilisation ?» Question qui a surgi pendant les années de pandémie et de confinement que le monde entier a connu et subi, en ayant bien conscience, même si on ne l'a pas toujours dit très clairement, que l'origine était à chercher en Chine, pendant que la Chine elle-même, malgré toutes les apparences, était la première à en subir les conséquences. Alors, c'était une question qui s'imposait donc du fait d'un paradoxe manifeste qui saute aux yeux de tous, puisque jamais la Chine n'avait autant revendiqué son statut de grande et ancienne civilisation qu'à ce moment où ce statut était précisément mis en doute. Alors, comment en effet ne pas voir un paradoxe dans le fait que le Parti communiste chinois, qui a toujours revendiqué ses origines et sa nature révolutionnaire, or qui dit révolution dit rupture, donc ce parti se présente maintenant comme l'héritier de, je cite, 5000 ans de civilisation continue. Alors, pour vous rappeler combien cette formule magique compte dans le discours officiel des plus hauts dirigeants, en décembre 2017, donc peu d'années après sa prise de fonction, le président Xi Jinping, qui entre-temps s'est proclamé de facto président à vie, déclarait ceci: ce qui a permis à la Chine de se lever, de se mettre debout, et ce qui a garanti la pérennité de la civilisation chinoise pendant plus de 5000 ans sont les gènes culturels qui sont profondément enracinés dans le sang de la nation chinoise. Et donc ces 5000 ans de civilisation continue sont devenus donc une expression consacrée, une sorte de lieu commun que nous nous sommes appliqués à démonter pièce par pièce. Nous avons montré que même des plans quinquennaux successifs qui ont mobilisé des milliers de scientifiques, d'archéologues, d'historiens, etc., n'ont pas réussi
encore à montrer que la civilisation écrite chinoise remonte à 5000 ans. Et ne parlons pas de la continuité, hein, puisque nous avons bien vu que tout l'effort consiste à rétablir, ou plutôt d'inventer de la continuité là où il n'y en a pas ou là où il n'y en a plus. Or, le parti fait encore mieux en faisant de la... donc ici, vous avez justement une des nombreuses publications qui montre la préoccupation de Xi Jinping pour la civilisation. Nous avons ici un texte qui porte sur son Wenmingguan, c'est-à-dire donc sa vision de la civilisation. Et vous voyez ici ce genre de livre de vulgarisation qui fait florès actuellement, où vous avez donc 5000 ans d'histoire et de culture condensés en un seul livre. Et vous voyez que cette condensation aboutit donc en apothéose avec la statue de Mao Zedong. Bon. Alors, le parti, donc je disais, fait encore mieux en faisant de la civilisation, donc en chinois Wenming, l'une des 12 valeurs essentielles du socialisme aux caractéristiques chinoises. Alors, donc, je vous les rappelle ici, vous les avez en tableau. Je vous rappelle que vous avez trois lignes. La première sont véritablement les valeurs fondamentales fondatrices de l'État. Ensuite, vous avez le niveau social, hein, qui commence par la liberté, n'est-ce pas? Et ensuite, sur la troisième ligne, donc, des valeurs qui portent plutôt sur l'individu. Alors, la première ligne, je vous rappelle qu'elle commence par Fuqiang, c'est-à-dire donc la richesse et la puissance. Bon, ça, je crois qu'on est à peu près d'accord que c'est ce que cherche en grande partie donc le régime chinois actuel. Ensuite, ne tombez pas de votre chaise, vous avez la démocratie, oui, Minzhu. Ensuite, vous avez Wenming, donc la civilisation, et bien sûr, à la fin, Hexie, c'est-à-dire donc la fameuse harmonie confucéenne, hein, qui fait partie donc de ces fameux gènes culturels qui ont permis à la Chine de se maintenir pendant plus de 5000 ans. Cette proximité donc du thème de la civilisation et du thème de la démocratie, on sera amené à y revenir très vite, mais je signale quand même au passage que le mot chinois pour civilisation, Wenming, est en fait d'origine japonaise, hein, puisqu'il est apparu au Japon sous l'ère Meiji, sous la forme japonaise de Bummei. Donc, la spécificité de cette civilisation chinoise serait donc qu'elle est universelle, mais d'une universalité bien sûr autre et si possible supérieure à notre bonne vieille universalité des Lumières européennes. Donc là, vous avez un défi qui est lancé très, très clairement à l'universalité donc des droits de l'homme. Alors, pour corroborer les propos du président lui-même, vous avez ceux du numéro 1, enfin du chef de la diplomatie chinoise, qui est M. Wang Yi, et qui nous dit, lui aussi dans un discours, que depuis la fondation de notre parti, c'est-à-dire le Parti communiste chinois en 1921, hein, notre parti donc a étroitement associé donc le bien-être du peuple chinois et le bien-être des peuples du monde entier. Et notre parti a toujours été conscient de l'importance de l'esprit internationaliste. Et ça, c'est ce qui fait la grande différence entre notre parti et les partis politiques
des autres nations. Alors, cet esprit spécifique de notre parti prend son origine dans l'héritage ample et profond de la culture chinoise traditionnelle. La nation chinoise a une longue histoire de plus de 5000 ans, bon ça on le savait. Elle a créé une civilisation chinoise brillante et a formé un idéal pacifique d'amour universel, d'opposition à toute agression, de bienveillance et d'esprit de bon voisinage, un concept harmonieux qui valorise la paix et l'harmonie dans la diversité et une conscience aiguë que le plus grand idéal est de créer un monde qui soit véritablement partagé par tous. Ces valeurs culturelles uniques nourrissent les racines de la diplomatie chinoise et cultivent la sagesse chinoise dans le traitement des relations internationales d'aujourd'hui. Alors, donc, il nous apparaît à travers ces discours que la notion de civilisation ne sert pas seulement à légitimer le régime actuel, elle sert aussi à asseoir la légitimité de ce régime à l'échelle globale, à l'échelle planétaire, puisque le leadership chinois a cette destinée véritablement planétaire et que nous devons nous convaincre que ce leadership est bon pour la communauté de destin de l'humanité. Ça aussi, c'est une formule qui revient très souvent dans les discours de nos dirigeants. Donc, 人类命运共同体. Et donc, cette communauté de destin de l'humanité se traduit concrètement donc, par ce qu'on a pu appeler OBOR, One Belt, One Road, qui est donc ce grand projet lancé par le président Xi Jinping, des nouvelles routes de la soie, donc vous voyez celles qui passent par les voies de terre, par l'Asie centrale, et celles qui passent par la voie de mer pour atteindre l'Afrique et revenir vers l'Europe. Bon, alors évidemment, tout ça c'est un discours chinois unilatéral parce que, en fait, ce qu'on entend un tout petit peu moins, c'est quand les voisins ne sont pas d'accord. Vous avez ici donc nos amis vietnamiens qui protestent en disant We are small, but not reconciled to China's invasion. Bon, parce que le Vietnam, parmi d'autres nombreux voisins de la Chine, protestent contre justement les incursions de la Chine en mer de Chine. Donc ils disent nous sommes petits, nous avons être petits, mais nous n'acceptons pas l'invasion chinoise. Mais alors du coup, ce qui apparaît alors vraiment comme un paradoxe de taille, c'est que la Chine ne s'est jamais autant vantée de sa grandeur et de sa gloire civilisationnelle qu'à un moment, c'est-à-dire le moment présent, où la société chinoise, et plus spécifiquement la jeunesse chinoise, est véritablement au bord du burn-out, comme on dit en bon français, c'est-à-dire l'expression anglaise dit bien ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire on a brûlé toute notre énergie. Vous avez cette jeunesse chinoise complètement fladaga. Et donc, vous avez ce phénomène qui s'appelle en chinois Trangping, c'est-à-dire rester couché, dont nous parlions il y a 2 ans. Là, vous avez l'image de l'étudiant chinois complètement crevé. Donc, ce phénomène n'a fait que s'aggraver avec un taux de chômage chez les jeunes et les jeunes diplômés si alarmant
Il est même officiellement, il a été officiellement et dernièrement estimé autour de 40% quand même. Il est tellement alarmant que le gouvernement chinois a tout bonnement et simplement décidé de ne plus en publier les chiffres. Comme quoi la dictature du prolétariat comporte certains avantages. Alors, pour compenser cette démobilisation de la jeunesse, parce qu'en fait, au lieu de cette génération couchée, ce qu'on voudrait, c'est quand même ça, une jeunesse debout, sur le modèle révolutionnaire, l'État parti peut encore compter sur le ressort nationaliste. Et c'est pour cela que nous avions vu que la revendication de civilisation va de pair avec une relecture déformante de l'histoire, en particulier de l'histoire du siècle écoulé entre les guerres de l'opium au milieu du XIXe siècle et la prise du pouvoir par les communistes en 1949. Donc ça nous fait un siècle dénommé le siècle des humiliations. Et donc ici, il s'agit au fond de remobiliser donc, la jeunesse autour de cette thématique du siècle des humiliations. Vous avez ici le slogan traduit en anglais « Never forget national humiliation », donc n'oubliez jamais l'humiliation nationale. Vous voyez quelqu'un qui montre sur ses doigts un peu comme Robert Mitchum dans le fameux film. N'oubliez pas donc cette humiliation nationale montrée par un jeune Chinois assez remonté. Alors ici, nous avons donc un raccourci assez saisissant qui est destiné à nous convaincre que c'est le Parti communiste à lui tout seul qui a tout simplement sauvé la Chine des agressions des puissances colonisatrices occidentales, qui incluent, je le rappelle toujours, le Japon à partir donc de la fin du XIXe et pendant toute la première moitié du XXe siècle. Alors, on finit par comprendre que cette fixation nationaliste sur la grandeur et la renaissance de la civilisation chinoise sert en réalité à légitimer un régime qui ne peut plus compter sur le récit révolutionnaire ni sur le dogme marxiste pour garantir donc sa légitimité. Et nous avons ainsi dans ce siècle des humiliations un récit historique efficace, d'autant plus efficace qu'il est simplificateur et réducteur à souhait, et qu'il sert actuellement la confrontation binaire entre la Chine et les États-Unis, dont on nous rebat les oreilles tous les jours. Alors, ces États-Unis qui, de leur côté, se posent volontiers et en toute bonne conscience comme le champion du monde libre, ça c'est la thématique depuis le deuxième conflit mondial, et le champion de la démocratie. Donc c'est une confrontation binaire qui est passée par les représentations américaines et musclées du choc des civilisations de Samuel Huntington et du piège de Thucydide de Graham Allison. Donc là, vous avez la traduction en français du livre de Graham Allison, Destined for War, qui a été traduit Vers la guerre, et en sous-titre L'Amérique et la Chine dans le piège de Thucydide, qu'on peut donc résumer comme ça. Alors, il nous reste maintenant à voir comment cette confrontation entre la Chine et les États-Unis se traduit dans les milieux intellectuels et universitaires. Nous évoquions la dernière fois, c'est-à-dire il y a plusieurs mois, la façon dont la rivalité entre Athènes et Sparte
dépeinte dans la guerre du Péloponnèse de Thucydide, qui a été utilisée comme référence classique par ces politologues américains pour décrire la rivalité actuelle entre la Chine et les États-Unis. Donc, comment cette rivalité s'est trouvée transposée au plan intellectuel par deux universitaires chinois que vous avez ici à l'image, Gan Yang à gauche et Liu Xiaofeng à droite, qui, tout en étant deux personnalités très différentes et en ayant eu des parcours différents, ont pour point commun d'avoir fait tous les deux le voyage en Occident avant de mieux revenir en Chine et à la Chine. Alors, je rappelle rapidement que Gan Yang, donc vous en avez un maigre et un plus joufflu, disons. Donc le Gan Yang, le monsieur un peu plus maigre, est né en 1952 à Shenyang, au nord-est de la Chine. C'est donc un homme du Nord qui a été envoyé en Mongolie intérieure pendant la Révolution culturelle et ensuite formé à l'université du Heilongjiang, toujours au nord-est de la Chine, et ensuite à l'université de Pékin, où il a rencontré Liu Xiaofeng, qui lui est un homme du Sud. Il est né en 1956 près de la ville de Chongqing, dans la province du Sichuan, c'est-à-dire dans le sud-ouest de la Chine. Donc ils sont vraiment, du point de vue géographique, diamétralement opposés. Alors, après donc, le traumatisme du massacre de Tiananmen en juin 1989, Gan Yang est parti aux États-Unis, passé une dizaine d'années à Chicago, tandis que Liu Xiaofeng a poursuivi des études doctorales en théologie en Suisse, à l'université de Bâle entre 89 et 93. Et ce sont ces études doctorales sous la direction du grand théologien suisse Karl Barth, Barth, B-A-R-T-H, ce n'est pas notre Barth national. Donc c'est à la suite de ça que Liu Xiaofeng a introduit en Chine ce qu'on a pu appeler le christianisme culturel, c'est-à-dire en fait une connaissance du christianisme sans qu'il y ait que ce soit accompagné par une foi religieuse. Mais ce qui a réuni Gan Yang et Liu Xiaofeng à leur retour en Chine, c'est leur découverte commune de deux intellectuels allemands, à savoir Carl Schmitt et Leo Strauss. Alors, nous avons là deux intellectuels allemands qui ne peuvent pas être plus différents, puisque Carl Schmitt est donc ce juriste spécialiste de droit constitutionnel qui n'a jamais caché sa proximité avec le parti nazi, le parti national-socialiste de Hitler, et Leo Strauss, donc penseur juif allemand, qui s'est réfugié aux États-Unis avant même l'arrivée de Hitler au pouvoir et qui a fait carrière donc à Chicago, comme par hasard, là où précisément Gan Yang a passé 10 ans. Alors, on peut relever deux thématiques de Strauss, je prononce à la française, réappropriées aujourd'hui par les straussiens chinois. Il y a d'abord celle du retour aux anciens, d'une part, et ensuite celle du rapport entre philosophie et politique, d'autre part. Alors, les multiples catastrophes politiques du XXe siècle ont appelé Léo Strauss à une réévaluation des fondements de la modernité, mais aussi de ce avec quoi cette même modernité a rompu, c'est-à-dire la philosophie grecque ancienne.
Donc Strauss est connu, justement, on lui a collé évidemment l'étiquette de conservateur et même quelquefois de réactionnaire pour ça, justement, son effort de retour aux classiques grecs. Et ce programme est aujourd'hui repris et transformé par les straussiens chinois dans le cadre d'un retour à leur propre classique chinois. Et c'est un retour qui passe préalablement par ce qu'ils appellent, ces Chinois, une libération vis-à-vis des schèmes herméneutiques occidentaux. Alors c'est la remarque que fait un sinologue allemand établi à Taïwan, Kai Marshall, qui a co-édité ce livre en anglais qui s'intitule Carl Schmitt and Leo Strauss in the Chinese-speaking world, c'est-à-dire donc Carl Schmitt et Leo Strauss dans le monde sinophone, qui est paru chez Lexington Books en 2017. Et Kai Marshall fait cette remarque qui me paraît assez juste, que l'opposition structurante de la philosophie straussienne entre ancien et moderne a tendance, chez les straussiens chinois, Kan Yang et Liu Xiaofeng, à se transformer en un antagonisme entre Est et Ouest. La preuve en est le titre de ce livre, paru en 2006, dont l'auteur est Kan Yang, donc qui s'intitule Gu Jin Zhong Xi Zheng, c'est-à-dire donc la lutte véritablement entre Gu Jin, c'est-à-dire les anciens et les modernes, et Zhongxi et la Chine et l'Occident. Alors, je cite ici ce que dit Kai Marshall. Selon Liu Xiaofeng, l'œuvre de Strauss est en effet censée pouvoir aider les intellectuels chinois à dépasser leur attitude non critique et trop docile à l'égard de l'Occident et de ses théories. Selon Liu Xiaofeng, les universitaires chinois ont besoin de se libérer de la prémisse selon laquelle les lumières véritables ne seraient accessibles que par un détour par les idées occidentales. Alors, j'ouvre une parenthèse ici, on retrouve le bon vieux problème soulevé dès le mouvement du 4 mai 1919, à savoir, est-ce que modernisation est équivalent à occidentalisation? Est-ce que la modernisation implique nécessairement une occidentalisation? Kai Marshall reprend donc, à travers une lecture créatrice de Strauss, les intellectuels chinois doivent être rendus capables d'affirmer les deux idées suivantes. La civilisation chinoise classique représente un horizon de sens valide et, deuxièmement, elle n'a pas besoin d'être examinée de manière critique à partir d'une perspective moderne, c'est-à-dire occidentale. Et Kai Marshall poursuit ainsi, donc la lecture de Strauss en Chine encourage les lecteurs chinois à rejeter ou au moins à contourner la modernité occidentale, ainsi qu'à s'engager dans la construction d'un État unifié et puissant, donc petite allusion à Carl Schmitt, donc, qui dominera bientôt à nouveau l'Asie et même le monde, comme il avait pu le faire auparavant pendant des siècles, avant la rencontre fatale avec les autres puissances impériales, donc le fameux siècle des humiliations. De nombreux Chinois partagent une suspicion profonde envers l'ordre international dominé par les États-Unis. La lutte géopolitique entre la Chine et les États-Unis tend alors à promouvoir un investissement plus fort de l'horizon traditionnel de la civilisation chinoise. Fin de citation. Kai Marshall, en fait, c'est quelqu'un qui a bien lu à la fois, en étant allemand lui-même, il a bien lu Schmitt et Strauss, mais il a bien lu aussi nos straussiens chinois, et en particulier donc ce texte manifeste
qui a été coécrit par Gan Yang et Liu Xiaofeng et qui s'intitule Chongxin Yuedu Xifang, c'est-à-dire donc relire l'Occident, nécessité de relire l'Occident, et qui tient lieu de préface à chacun des volumes de cette série qu'ils ont créée et qui s'intitule Xi Xue Yuan Liu, c'est-à-dire donc les sources du savoir occidental. Et donc dans cette série, nous l'avions vu l'année dernière, qu'il publie donc non seulement évidemment des classiques grecs et latins, mais aussi les interprétations modernes de ces mêmes classiques. Donc cette préface commence ainsi. Il n'est pas exagéré de dire qu'il y a eu une sorte de pathologie au cours du siècle passé dans la façon dont les Chinois ont lu l'Occident, au sens où la Chine en est venue à devenir la maladie et l'Occident le remède. Pour cette raison, lire l'Occident signifiait, donc au siècle passé, au XXe siècle, aller en Occident et y trouver le remède qui allait guérir la maladie chinoise, et étudier à l'étranger signifiait aller donc en Occident pour se mettre en quête de la vérité qui allait donc corriger les erreurs de la Chine. Donc, considérer l'Occident avec l'attitude et la mentalité d'un malade a donc commencé par créer des intellectuels chinois malades, ce qui, en conséquence, a mené à toutes sortes de discours et de savoirs chinois malades, pathologiques, dont la spécialité n'était pas simplement de passer son temps à superficialiser, instrumentaliser et idéaliser le savoir occidental, mais aussi à passer son temps à simplifier, distordre et démoniser la civilisation chinoise. Donc cette lecture pathologique de l'Occident est la source d'infections réelles, de contaminations réelles qui ont créé toutes sortes de problèmes pour la Chine moderne. Et la conclusion nous dit, cette série d'ouvrages, donc de cette série source du savoir occidental, ne contient rien qui puisse fournir des réponses toutes faites aux problèmes de la Chine, parce que les auteurs occidentaux donc, de ces ouvrages se concentrent sur les problèmes de l'Occident lui-même. C'est-à-dire que ce sont des auteurs qui n'ont pas justement, qui n'incluent pas dans leur vision la Chine et qui s'occupent uniquement de traiter donc des problèmes occidentaux. Mais c'est notre conviction, à nous, chercheurs chinois, de lire l'Occident de façon à éviter justement de chercher donc des gagne-petits rapides, des profits rapides, et de nous satisfaire d'un savoir superficiel, parce que la tentation de recourir à des raccourcis pour transplanter les systèmes de pensée occidentaux en Chine est condamnée à l'échec. Et en réalité, toutes sortes de concepts qui font florès en Occident, comme la démocratie, la liberté et ainsi de suite, sont eux-mêmes chargés d'ambiguïté. La nouvelle génération de chercheurs chinois doit donc étudier l'Occident, certes dans son contexte occidental, mettre profondément à l'épreuve les argumentations occidentales, y compris les concepts
contradictoires et les points de vue opposés. Et c'est seulement ainsi que nous finirons par comprendre les choses à fond, en profondeur, et que nous serons en mesure alors de décider ce que nous acceptons et ce que nous rejetons. Alors, vous voyez ici que vous avez une sorte de manifeste qui, tout en appelant les lecteurs chinois à une connaissance sérieuse et approfondie des sources du savoir occidental prises en elles-mêmes et pour elles-mêmes, dans leur propre logique, en même temps, donc, Gan Yang et Liu Xiaofeng rappellent aux Chinois qu'ils doivent traiter avec le même sérieux les sources chinoises. Autrement dit, et pour parodier la formulation de quelqu'un, il s'agit de faire le détour par l'Occident pour mieux revenir à la Chine. Alors, cette démarche n'a pas manqué forcément d'attirer l'attention et de provoquer la réaction de spécialistes occidentaux. Alors, dans le contexte chinois, quand vous dites occidentaux, il faut comprendre américains, parce que nous, Européens, on n'existe pas tellement. Bon. Alors, donc, vous avez des réactions chez les spécialistes américains, qui sont des spécialistes sérieux, reconnus des sources du savoir occidental, à commencer par le savoir de la Grèce ancienne, qui, comme chacun sait, passe pour être fondateur de toute la civilisation européenne et plus largement occidentale. Alors, vous avez en particulier cette jeune dame, qui, enfin, elle a l'air jeune, mais en fait, elle n'est plus si jeune que ça, donc Shadi Barch, professeur d'études classiques grecques à l'université de Chicago, qui, elle, a fait le voyage en Chine pour aller à la rencontre de Gan Yang, après qu'il a créé ce qu'il a appelé le collège Boya à l'université Sun Yat-sen de Canton. Et elle est allée donc lui parler. Et peu de temps après, elle a écrit un essai qu'elle a intitulé Ancient Greeks in Modern China, History and Metamorphosis, donc les Grecs anciens en Chine moderne, Histoire et métamorphose. Donc, essai qui a été publié dans ce volume collectif intitulé Receptions of Greek and Roman Antiquity in East Asia, donc les réceptions de l'Antiquité grecque et romaine en Asie de l'Est, paru chez Brill en Hollande, à Leiden, en 2019. Alors, la conclusion à laquelle elle arrive dans cet essai, c'est que, selon elle, les classiques occidentaux, et en l'occurrence grecs, peuvent être utilisés pour alimenter une forme de nationalisme, sous-entendu chinois, un nationalisme qui dérive de la conscience que la Chine a ses propres traditions intellectuelles indigènes qui non seulement sont valides, mais qui sont capables de valider les traditions anciennes de l'Occident également. Alors, réponse du berger à la bergère, donc réponse de Gan Yang dans une interview de 2019 qui, à ma connaissance, n'a pas été traduite. Il dit ceci: cette conclusion de Madame Barch m'a véritablement stupéfait. Nous, Chinois, nous dépensons tant d'énergie à étudier les classiques chinois, ces classiques grecs, latins, et nous passons tant de temps sur l'étude de la civilisation grecque et romaine. Comment est-ce que ça pourrait passer pour du nationalisme? Est-ce à dire que les Chinois s'évertuent à apprendre
faire des études sur la Grèce ancienne et Rome pour devenir xénophobe, hein, pour exclure la Grèce et Rome. Tout ceci n'a absolument aucun sens. Bon. Et Qin Yang de poursuivre en disant, cette dame, elle ne comprend pas le chinois, et donc comment se permet-elle d'écrire un livre entier sur la Chine? C'est comme si vous preniez donc un Chinois, hein, qui ne comprend pas l'anglais et qui se permettrait d'écrire tout un livre sur les États-Unis ou l'Angleterre. Enfin, ça existe, hein, quand même. Bon. Alors même que je suis en train de répondre à cette interview, hein, je suis sûre qu'elle ne comprendra pas et, quand ce sera publié, et qu'il va falloir justement passer par l'intermédiaire d'un traducteur chinois. Bon, alors donc cette dame, elle ne comprend pas le chinois, donc elle n'a absolument rien à dire. Mais le problème, c'est que on pourrait inverser l'argument parce que Qin Yang ne parle pas anglais. En fait, il a passé quand même 10 ans à Chicago, on l'avait vu l'année dernière, en refusant d'apprendre l'anglais. Bon, en répondant justement à son directeur de thèse de l'époque qu'il était là pour apprendre le latin et le grec, mais pas l'anglais. Hein. Bon. Alors, cette Madame Shadi Barch, qui donc maintenant on a bien compris qu'elle est montée sur son grand cheval blanc pour prendre la tête de ce qu'elle appelle dans un autre article paru dans la revue History and Theory de 2020, hein, de décembre 2020, ce qu'elle appelle donc des rationality wars, donc les guerres de la rationalité. Le sous-titre, c'est The Ancient Greeks and the Counter-Enlightenment in Contemporary China, donc les Grecs anciens, hein, et les anti-lumières de la Chine contemporaine. Alors, dans cet article, elle retrace la façon dont un concept, enfin une conception très réductrice et réductionniste de la rationalité, hein, a hanté les échanges universitaires et intellectuels entre la Chine et l'Occident, c'est-à-dire les États-Unis, pendant les 30 dernières années. Alors les 30 dernières années, c'est-à-dire depuis Tiananmen, donc 89, et donc la réduction au silence des voix libérales en Chine, qui, elles, sont pro-lumière. Hein. Et donc, depuis ces 30 dernières années, selon Madame Barch, hein, en Chine, la rationalité occidentale, hein, est présentée comme essentiellement, et de manière essentialiste, une rationalité déductive qui, dans la présentation chinoise, hein, peut certes être productive dans un sens épistémologique et scientifique, mais est totalement dénuée de contexte et de sens éthique. Ça, c'est l'argument massu, hein, de nos intellectuels chinois, hein, qui revendiquent évidemment la tradition confucéenne et qui ne ratent jamais une occasion de la ramener avec donc justement ce sens éthique, hein, de la tradition confucéenne. Et donc ce que Shadi Barch dénonce, hein, c'est en fait une sorte de continuité, hein, qui est établie par ces intellectuels chinois entre la tradition platonicienne, hein, de rationalité déductive de l'Antiquité grecque vers une forme moderne de la rationalité qui ne verrait que les objectifs sans considérer les moyens
et qui, ce faisant, détruit sur son passage, donc, qui est destructrice sur son passage, justement, du fait de l'application des technologies modernes. Donc, en bref, selon Madame Bartsch, les chercheurs chinois ont coopté donc des arguments, enfin d'anciens arguments anti-lumière, pour les mettre au service d'un nationalisme nouveau, pro-confucéen, qui a donc émergé surtout depuis le début du troisième millénaire, c'est-à-dire depuis 2 décennies, et qui attaque donc l'Occident pour son absence d'âme, son absence de sens éthique, qui ne voit justement que l'aspect économique et l'aspect technologique. Nous avions avant justement nos Straussiens quelqu'un comme Tu Heming, qui fait partie de la génération précédente, un universitaire sino-américain que j'ai eu l'occasion de qualifier de télévangéliste du nouveau confucianisme, et qui était déjà plus ou moins sur la même ligne. Alors, Charlie Bartsch reproche notamment à Kang Yang de faire ce raccourci entre la rationalité de Platon et le rationalisme technologique moderne, totalement dissocié des valeurs éthiques, en passant par donc une critique des Lumières et ce à quoi elles sont censées avoir mené selon nos Straussiens chinois, à savoir le nazisme. Donc là, vous voyez qu'on est vraiment dans le raccourci. Bien. Alors, Madame Bartsch souligne le fait que dans la version en ligne de l'article de Kang Yang, alors ne la cherchez pas parce que ça a disparu entre-temps, on voit une photo datant de 1936 d'un rassemblement nazi à Berlin, photo sur laquelle un porteur de torches olympiques, là on se rapproche de l'actualité, s'approche de la tribune où se tient Hitler, et la légende en chinois dit ceci: nous voyons dans cette scène grandiose donc les 2 aspects des Lumières européennes, les Jeux olympiques modernes et le nazisme. Bon, alors on est prévenu. Alors, donc, on voit ici que la guerre des rationalités n'est finalement pas tellement plus subtile que le choc des civilisations ou le choc géopolitique frontal entre Chine et États-Unis. Alors, c'est pas fini. Loin de se laisser intimider, Charlie Bartsch, qui a du caractère et du répondant, en a rajouté une couche, entre-temps, en publiant un livre entier, sorti au début de cette année, 2023, aux presses universitaires de Princeton, Plato Goes to China. Et le sous-titre, c'est The Greek Classics and Chinese Nationalism. Bon, alors les classiques grecs et le nationalisme chinois. Alors, Plato Goes to China, je serais tentée de le traduire par Platon s'en va en Chine, sur l'air de Malbrook s'en va en guerre, parce que ce que dit Charlie Bartsch dans ce livre, c'est que les universitaires chinois du XXe siècle, du siècle passé, ont commencé par regarder vers l'Ouest en étudiant donc l'Occident, ses origines dans l'Athènes démocratique, et ses penseurs politiques comme une source possible pour la renaissance de la Chine.
Alors que, en contraste brutal, les universitaires chinois d'aujourd'hui, même s'il y en a certains qui se sont mis justement à l'étude très sérieuse et scrupuleuse des classiques grecs et latins, d'autres, en fait, utilisent ce mouvement pour justement le récupérer à la faveur des classiques chinois. C'est pour montrer justement que, bon, certes, c'est utile d'étudier les classiques grecs, mais en fait, il ne faut jamais perdre de vue le fait que ces classiques grecs, en réalité, sont tout à fait inférieurs justement à nos classiques chinois. Et elle fait référence dans ce livre à l'éditorial de ce journal, enfin ce périodique, créé également par nos Straussiens chinois, le journal chinois des études classiques, le Gudian Yanjiu, qui a été fondé en 2010 par Liu Xiaofeng et qui dit ceci donc en préface, donc la civilisation chinoise, vous avez le texte ici, donc a une base extrêmement assurée et modérée de la tradition éducationnelle. Toutefois, sous l'impact de la civilisation occidentale moderne, la culture occidentale moderne, cette tradition a déjà été réduite en miettes et pendant 1000 ans, les savants et les penseurs de notre pays ont fait face à une mission historique qui restait en fait pas encore remplie d'acquérir une maîtrise de la compréhension de la civilisation occidentale afin de restaurer l'esprit de la civilisation traditionnelle chinoise. Si nous ne sommes pas en mesure de comprendre la civilisation classique de l'Occident, nous ne serons pas en mesure d'avoir une compréhension et une saisie de la civilisation occidentale moderne. Et si nous n'avons pas cette compréhension de toute la civilisation occidentale dans son ensemble, nous ne serons pas en mesure de comprendre en profondeur et de saisir la situation spirituelle actuelle de la civilisation chinoise et sa destinée future. Autrement dit, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'étude des classiques occidentaux doit avoir pour objectif clair et précis donc la renaissance de la tradition chinoise. Alors, je termine sur un tout dernier épisode de cette guerre des rationalités et de cette guerre des antiquités. Tenez-vous bien, figurez-vous que nous apprenons que Aristote n'a pas existé. Bon, alors c'est ce que nous explique ce monsieur qui s'appelle Jin Sanrong, que vous avez sur la photo, et qui s'est fait remarquer par une conférence qu'il a donnée récemment et dont la vidéo a circulé de manière virale, comme on dit maintenant, sur les réseaux sociaux chinois, où il essaye d'amener des arguments pour prouver que Aristote n'a jamais existé. Bon, alors, pour faire bonne mesure, je mets Jin Sanrong face à notre bon vieux Aristote qui essaye quand même d'exister, même si c'est en pierre, en marbre, pardon. Alors, ce monsieur Jin Sanrong, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, il n'est pas du tout spécialiste d'études grecques. Il est en fait spécialiste d'études américaines. Bon. Il est professeur et vice-doyen de l'école
d'études internationales de l'université Renmin, de l'université du peuple à Pékin, l'université du peuple dont j'ai rappelé à plusieurs reprises qu'elle a été créée pour la formation des cadres du parti, et qui maintenant en fait a jugé bon de placer à l'entrée du campus donc une statue de Confucius. Donc bon, vous voyez dans quelle situation nous sommes. Alors, je pense que vous allez être bien sûr intéressé de voir ce que dit ce monsieur en direct, mais en gros, ce qu'il dit, c'est que, au fond, les ouvrages d'Aristote ne sont mentionnés dans des sources qu'à partir du XIIIe siècle. Bon, alors là, déjà, c'est à voir. Et alors, l'argument massu, c'est que en fait, Aristote, c'est pas possible qu'il ait écrit autant. Ça, c'est vrai, enfin, on se pose la question. C'est pas possible qu'il ait écrit autant avant l'invention du papier, qui, comme chacun sait, a été inventé en Chine. Bon. Alors, donc, là, bien sûr, ça a déclenché une activité intense sur les réseaux sociaux à laquelle vous pouvez vous joindre. Mais ce qui est quand même assez intéressant dans cette histoire, c'est que on voit maintenant que tous les coups sont permis, quoi. C'est-à-dire que nous avons quelqu'un donc qui, s'il avait été un tant soit peu, je ne dis pas spécialiste d'études grecques, mais spécialiste d'études chinoises anciennes, s'il avait connu sa propre tradition, tous les arguments qu'il amène pour mettre en question l'existence d'Aristote peuvent être repris pour mettre en question l'existence de Confucius. Je vous laisse sur cette interrogation ontologique.